l'élection de Trump fait bondir le dollar et la bourse israélienne. Et le gouvernement israélien adopte un budget de rigueur pour rassurer les milieux financiers nationaux et internationaux. Le docteur Daniel Guggenheim est avec nous comme chaque semaine pour parler bien de ce qui a buzzé dans la presse économique et avant bien évidemment de parler de l'impact de l'élection de Donald Trump sur l'économie israélienne, eh bien nous allons d'abord et avant tout parler du budget adopté par le gouvernement. Enfin, on va dire en un temps record, c'est un peu une première, parce que d'habitude, c'est très houleux, il y a beaucoup de discussions. Là, non, il n'y en a pas eu. C'est un budget de 600 milliards de shekels qui a été adopté par le gouvernement, qui représente un déficit de 4,3%. C'est bien entendu plus important qu'un déficit habituel qui était autour de 3%, mais c'est à cause de la guerre. Je voudrais rappeler que, par exemple, à l'heure actuelle, en France, on a un déficit budgétaire de plus de 5%, et je pense que l'objectif de ces 80%, d'ailleurs, c'est mieux que ce que l'objectif qui s'est donné en France ou dans d'autres pays de l'OCDE. Donc, c'est important de le dire. En vérité, c'était la première chose que voulait faire le gouvernement. On s'est rappelé que Israël a été plusieurs fois dégradé à cause des problèmes sécuritaires. Qu'est-ce que le gouvernement a voulu montrer? Ce que vous dites dans des discussions pas trop longues, c'est que ils veulent une certaine rigueur budgétaire, qu'il y a quelqu'un qui surveille les comptes et on va pas avoir un dérapage budgétaire. C'était donc rassurer les sociétés de cotation et également les investisseurs étrangers ou même en Israël. Et ça a réussi. Il y a eu des coupes drastiques dans le budget. Non, mais d'abord, ça a réussi ce qu'ils ont voulu faire. Parce que immédiatement après est venu Moody's qui disent, oui, nous voyons ce budget, c'est exactement ça. Nous allons pas dégrader Israël plus. Nous sommes contents qu'il y a eu ce cadre du budget. En vérité, c'était une réponse à Moody's, en gros. En gros, c'est une réponse, c'était ça, montrer du sérieux. Parce que, en fait, adopté par le gouvernement, ça veut pas dire que ça sera ça qui sera au final, parce que nous allons parler de différents coupes et des autres choses, donc je vais essayer de montrer ici que des fois c'est pas exactement ce qu'on a au final, parce que, bien entendu, ce qui est entre autres, c'est que la Knesset, c'est elle qui décide du budget, comme dans tous les pays, c'est les parlements. Il n'a pas été encore voté, donc et on donc, attend. Il y a souvent, entre ce que le gouvernement propose et ce qui arrive à la fin, surtout dans les coupes ou dans des restrictions qui sont faites, un peu différent à la fin. Alors, concernant les coupes, c'est intéressant ce que vous dites. D'abord, il a été décidé qu'à part le ministère de la Défense, tous les autres ministères, il y aura une coupe de 5%. Donc, c'est effectivement un certain effort qui est demandé. Par exemple, et ça, c'est apparemment ce qui est le résultat, c'est que ce qu'on appelle Vadat Atrufot. Vous savez que chaque année, il y a des médicaments qui sont pris en charge par l'État et souvent il y a un budget pour ça qui est normalement même indexé à l'inflation et autres, qui permet de rentrer de nouveaux médicaments, surtout pour des maladies chroniques ou autres. Et là, le budget qui sera donné sera le même budget que l'année dernière. Donc, il n'y aura pas à ce niveau-là d'amélioration. Donc, on voit qu'il y a à ce niveau-là, il peut y avoir un certain empêchement. Ces coupes, ça sera des choses que sûrement la population le verra et qui ne sera pas toujours des choses très agréables. Maintenant, donc ça, c'est au niveau des coupes. Maintenant, je veux dire, le ministère de la Police, qui est tenu par Ben Gvir, c'était un de ceux qui a voté contre ce budget-là, avec d'ailleurs des autres ministres de son groupe, et avec le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, on en parlera aussi. Et donc, il est très possible qu'à la fin, après d'autres négociations, qu'il reçoive une partie en plus de ce qu'il a demandé. Donc, c'est un cadre surtout qui a été donné à ce moment-là. Il faut dire aussi au niveau de la défense que j'ai parlé que le ministère des Finances motrice a insisté sur le fait que les Milouïm vont recevoir, ceux qui font les Milouïm, 9 milliards de shekels a été donc consacré en plus pour eux. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, puisque quelque chose entre économique et politique, la presse a beaucoup parlé de ça, c'est on avait parlé de la fermeture de 4-5 ministères qu'on appelle politiques, qui sont un peu inutiles et qu'on aurait pu faire de l'argent là-dessus, des économies, au lieu de faire populisme, au lieu de faire sur les médicaments, par exemple. Maintenant, il faut remettre les choses en proportion. Je dis pas que c'est pas une bonne remarque, mais de quoi il s'agissait de 1 milliard de shekels. Quand nous avons un budget de 600 milliards de shekels et une coupe, on parle de 30 milliards de shekels au moins, alors parler de 1 milliard de shekels et faire énormément de titres là-dessus, c'est peut-être un peu disproportionné. C'est ça que je veux remettre en place. Maintenant, combien on évalue le coût
de ces restrictions, pour l'instant, de ce budget de rigueur par rapport aux familles. On dit généralement, ce qui a été publié par la presse, c'est qu'une famille avec 2 enfants, ce qui est souvent le cas en Israël, aura un manque à gagner, je vais tout expliquer, de 10 000 shekels par an. Parce que, en fait, vous n'allez pas avoir des nouveaux impôts. Ce qui va se passer, ce qui a été décidé, à part l'augmentation de la TVA, pour l'instant de 1%, peut-être même plus, si jamais il va y avoir des changements. En vérité, le mécanisme qui a été adopté, c'est la chose suivante. Normalement, chaque année, les impôts sont indexés à l'inflation, c'est-à-dire que votre revenu, on considère que pour pas que vous soyez pénalisé, alors on va augmenter de l'inflation la base d'où vous êtes d'impôt à payer, d'accord? Donc la tranche où vous êtes, pardon. Et c'est comme ça ou même quand vous achetez un appartement. Alors là, qu'est-ce qui va changer? Et là, on a décidé, on congèle. Ça veut dire que il n'y aura pas d'impôt en plus, mais ça restera au niveau des tranches de ce qu'il y avait un an. Alors les gens diront, alors ça veut dire qu'on perd l'inflation. Oui, c'est ça, parce que le coût de la vie a augmenté, donc ça, ce ne sera pas imputé sur ce qu'on devra payer. Ce ne sera pas déduit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire de cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura moins d'argent maintenant que ce qu'on a, mais qu'on ne sera pas comme d'habitude. D'habitude, on est gratifié. Il faut voir ça aussi. C'est une autre façon de voir les choses. Maintenant, ce qui concerne, il y avait une très très grande discussion. Est-ce qu'on allait tous les allocations pour les gens qui sont pauvres, pour les gens qui sont handicapés. Le ministre des Finances, au début, voulait bloquer aussi. Et là, il y a eu une fronde des ministres sociaux. Et il a été décidé qu'à part les allocations familiales, tout le reste des allocations vont augmenter comme d'habitude selon le salaire moyen. Et là, les chiffres sont assez impressionnants puisque le salaire moyen a augmenté, on sait maintenant, je parle pour septembre, pardon, on a le chiffre de septembre, on parle de 6% par rapport à l'année d'avant. Donc, ça sera, à mon avis, entre 5 et 10% que seront revalorisées les allocations pour les plus démunis, et je pense que c'est quelque chose d'important pour les gens. Dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'à part ça, quelques jours après, il y a eu une décision de gouvernement on a remarqué, on en parle tellement souvent ici. Un des problèmes de l'inflation en Israël, c'est le problème qu'on a eu face aux légumes frais, face à l'agriculture de façon générale, qui nous a manqué des choses. Pour pour justement qu'on n'ait plus ces problèmes, il a été adopté un plan, que les 10 prochaines années, la production agricole en Israël devrait augmenter de 30%. Pour ça, alors que maintenant, depuis plusieurs années, elle stagne, toujours à 2 millions de tonnes, je parle de tout ce qui est agricole, et là, on a décidé, non, la population augmente de 2% par an, le PIB augmente, il faut que la production d'agricole en Israël, son indépendance alimentaire augmente. C'est ça, ce que la guerre a fait, c'est que, ok, on a beaucoup parlé de l'indépendance au niveau des armements, mais apparemment, l'indépendance agricole aussi, c'est important, pouvoir se nourrir sans compter sur le reste du monde. Tout à fait. Enfin, sans trop compter sur le reste du monde. Tout à fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, plutôt, les agriculteurs ont dû être ravis. Voilà, donc on continue avec un autre sujet et d'importance. C'est l'impact de l'élection toute fraîche de Donald Trump, qui est le 47e président des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur, on va dire, l'économie israélienne? Oui, on peut dire d'abord sur l'économie mondiale, et on va venir sur l'économie israélienne. À mon avis, les marchés financiers internationaux avaient anticipé cette victoire-là depuis plusieurs moments. On dit même que le Bitcoin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, était à des taux records de $70 000. Et encore, il a augmenté depuis l'élection de Trump. Donc, c'était anticipé. Et qu'est-ce qui s'était passé? Que les marchés financiers ces derniers temps marchaient bien. D'ailleurs, le marché financier israélien a aussi très bien réagi après la bourse israélienne, après l'annonce de l'élection de Trump, et même avant, chaque jour, elle augmentait de façon assez importante, je parle les indices phares, et donc, c'est une bonne chose pour Israël, pour l'économie mondiale et pour Israël. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que juste après l'élection de Trump, l'annonce, le dollar s'est renforcé dans le monde entier, d'à peu près 2% vers les monnaies les plus fortes, l'euro et les choses comme ça. Et par rapport au shekel, il a pratiquement pas bougé. Ça veut dire que les shekels, donc de cette façon-là, l'euro était revenu autour de 4 shekels, alors qu'il était facilement près de 4,10 il y a seulement quelques jours. Donc, ça veut dire, ça montre aussi la solidité de l'économie israélienne, comme on vient de le parler, par rapport au budget. Donc, ça, c'est les premières choses qu'on peut dire. Et
on pense que les secteurs, pour les boursiers, je dis ça, pour ceux qui sont bourses, c'est très important. Pour qui boursicotent, les secteurs dont on parle, et en Israël, dans le monde, qui vont sûrement être, on dit, avantagés, ça sera le secteur de l'énergie, parce que lui, il est contre tout ce qui, il est heureux. Il est sceptico-climate, comme on dit ça. Ça veut dire oui, que lui, il est plus traditionnel, voilà. On va dire. Et donc, tout ce genre d'énergie ancienne et autres, on pense qu'ils vont beaucoup gagner. Et peut-être aussi, on a parlé des secteurs aussi d'immobilier ou de choses comme ça. Enfin, lui aussi, il a des actions d'ailleurs. L'action de Trump a augmenté de 40% depuis son élection. Et donc, tout ce genre de choses, effectivement, sera pour eux une bonne chose. Ok, bon alors ça c'était, on était obligé d'en parler hein, parce que c'est quand même un sacré événement. On va continuer avec, en revenant en Israël, avec la société Strauss qui s'est fait taper sur les doigts, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont eu une amende record, je crois 117 millions de shekels parce que, eh bien, ils ont entravé la concurrence, comme ça se fait souvent. On le sait, on sait ici très bien que l'économie tient sur 10 grosses familles en Israël et Strauss est l'une d'entre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Effectivement, on parle ici souvent du problème de l'inflation due à une mauvaise concurrence. Souvent, vous me donnez ce message-là et vous avez raison. Les économistes pensent que c'est une des raisons pour lesquelles en Israël il y a une inflation, c'est le manque de concurrence. Et donc, elle a voulu la marquer, un grand coup, l'autorité de la concurrence. Elle a donné à Strauss le maximum qui est permis dans la loi de donner pour une entrave à la concurrence. Donc, c'est vraiment quelque chose de record qui n'était jamais arrivé. De quoi il s'agissait? De quelque chose qui était de stratégique, d'un domaine stratégique dans l'alimentation. De quoi il s'agit? En Israël, il y a un grand développement de lait qui ne sont pas à partir du lait, mais ce qu'on appelle à partir du végétal. Le tofu, les choses comme ça. Vous voyez que ça a fleuri dans les magasins. Tout à fait. Et alors, Strauss voulait s'associer, se fusionner, acheter une société qui s'appelle Weiler, qui est une des sociétés qui faisait du lait à partir du végétal. Strauss avait sa marque avec Alpro et il y avait aussi, c'était un duopole, il y avait Tnuva qui était sur le marché. Qu'est-ce qu'elle a voulu Strauss? Elle a signé avec Weiler même avant que soient fusionnées les deux entreprises. D'ailleurs, ça s'est pas passé à cause de la concurrence interdite, d'empêcher Weiler d'aller sur ce marché-là du lait végétal. Strauss a empêché ça. Voilà, il lui a fait signer. Alors d'abord, on n'a pas le droit de faire signer ce genre de choses. D'abord, c'était pas fusionné. D'abord, c'est une entrave à la concurrence. Bien sûr. Et donc, le ministère de la Concurrence, l'autorité, elle a vu les documents dont il s'agissait. Elle a remarqué que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et après, elle a même interdit qu'il y ait cette fusion-là. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Mais quand même, elle a puni. Donc, Strauss, pour les sommes qu'on a dit de 117 millions de shekels, les chefs de Strauss aussi ont reçu de très grandes amendes de 600 000 shekels. Les trois principaux chefs personnels, des amendes personnelles, je ne sais pas si la société leur payera, mais à titre personnel. Et Weiser elle a été condamnée à 1 million de shekels et les gens à 150 000 shekels, beaucoup moins que Strauss, qui était la principale objet dans cette histoire-là. Mais c'est bien parce que elle veut montrer qu'elle n'hésitera pas, l'autorité de la concurrence, à punir les gens qui entravent la concurrence. Et je pense que c'est une bonne chose. On espère qu'on aura encore plus de diversité grâce à ce genre d'action sur nos marchés, dans nos supermarchés. Alors on continue, on termine, Daniel, avec un plan magnifique pour Jérusalem, parce que Israël a la capacité et l'habitude de voir loin, malgré tout, malgré le fait que nous soyons en guerre. Il y a un plan de développement pour Jérusalem qui va jusqu'en 2050, qui va métamorphoser la ville. Tout à fait, qui a été adopté cette semaine. Et je peux vous poser une colle au début. Combien maintenant habitent, à votre avis, de gens à Jérusalem? Je ne sais pas. 800 000. Okay, combien il est prévu? J'allais dire 900, mais bon. Autour de 800 000. Combien est prévu en 2050? 1 800 000. Et dans ce qu'on appelle la métropole de Jérusalem, par exemple, en prenant Emale Adoumim, Vasseret, etc., donc on va un peu plus loin Jérusalem, il y a en ce moment à peu près 2 millions de personnes. Il est prévu qu'en 2050, il y en aura 5 millions.
Alors, pour que on puisse avoir un tel développement, alors il faut réfléchir. Et donc, ce qu'on appelle Vada Tartinun en hébreu, c'est-à-dire comme une sorte de planification, qui est une planification au niveau de la ville, au niveau du transport, qui a été adoptée. Et qu'est-ce qu'il a été dit, par exemple? Il a été dit qu'on va construire massivement encore 220 000 appartements dans cette période-là jusqu'à 2050, dont 130 000, ça va être de la rénovation urbaine. Vous allez encore voir beaucoup de maisons anciennes qui vont être détruites et à la place, donc des maisons nouvelles et des fois Mais pas tout. Des fois des Ce qui est génial, c'est que on va vraiment plus rien avoir à envier à Tel Aviv, puisque nous aussi, on va avoir le métro. Alors, le métro. Il y a eu 3, ça n'a pas été adopté exactement comment sera le métro, non. Mais il y a eu 3 projets, disons, plus ou moins chers, et apparemment, on va sur ceux qui sont moins chers, ça 50 milliards de shekels. Alors, pour l'instant, les prévisions disent comme ça, qu'à partir de 2040, il devrait être construit, et être en place entre 2040 et 2050, vu ce qui s'est passé avec le tram, ça serait peut-être plutôt vers 2050, mais disons que... Métro, bus, on sera... En tout cas, il se donne les moyens de le faire. Ouais. Alors, il y aura 29 stations, de toute façon, et 28 kilomètres. Et pour l'instant, ce qui a été prévu, qu'il y aura 2 lignes de métro à Jérusalem. Donc, c'est en dehors d'ailleurs du train, vous savez, qui doit arriver de Tel Aviv, qui sera prolongé. Alors, on aura ça, on aura des trams, on aura du train et aussi des métros. Et ils ont dit, justement, vous avez parlé de Tel Aviv, c'est très intéressant. Ils ont dit dans ce qu'ils ont, dans leur planification, qu'ils vont voir tout ce qui a été mal fait à Tel Aviv, tous les problèmes qu'on a eu, pour essayer de ne pas avoir les problèmes quand on fera le métro à Jérusalem. Donc, il faut espérer qu'effectivement, ça mette moins de temps et que... Oui, alors, pour ceux qui se plaignaient des grands travaux à Jérusalem, ben, je pense que ce n'est pas terminé. Voilà, on n'a pas fini. En tout cas, merci beaucoup, Daniel, voilà, pour ces infos. On se retrouve la semaine prochaine. Un plaisir.